Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Le Chaudron du Druide. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a mis dans le chaudron? Ah, grosse préparation, très grosse préparation. On est arrivé dans la Sarthe, on a installé notre chaudron et dedans on a mis différents ingrédients. On a mis beaucoup d'histoire, beaucoup de souvenirs, beaucoup de mystères. Une pincée de soleil, il fait très très beau, on a de la chance, et tout un tas d'autres petits ingrédients que je ne vais pas vous donner, puisque nous sommes dans le chaudron du druide, donc il y a une part de mystère. Et nous avons laissé mijoter pendant une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et quand on a relevé le couvercle, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé des Templiers. Alors, c'est pas la première fois qu'on parle des Templiers sur cette chaîne. Et aujourd'hui, nous sommes dans la commanderie d'Arville. C'est ça. Voilà. Qui se trouve donc dans la... Non, c'est pas la Sarthe ici. C'est le 41. C'est le 41, c'est le Loir-et-Cher. Et oui, on est à la frontière. Oui, tout à fait. Et donc, je suis avec Mathieu, qui va nous parler un petit peu des Templiers et de la commanderie d'Arville. Et nous terminerons ce reportage avec Monsieur Christian Allouin. Monsieur Christian Allouin qui va nous parler du centre d'hébergement Tout à fait. de la commanderie d'Arville. Eh bien, merci beaucoup de nous accueillir dans cette commanderie. Avec plaisir. Est-ce que, pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas encore, en quelques mots, vous pouvez dire qui vous êtes et un peu votre historique, votre parcours? Bien sûr. Alors donc, je m'appelle Mathieu Bourrel, donc je travaille à la commanderie d'Arville depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis animateur du patrimoine, donc en charge aussi bien donc, des visites guidées qui ont lieu ici avec mes collègues, que donc du service groupe spécialisé donc, sur les enfants. Donc on accueille énormément de scolaires et de centres de loisirs. Et je m'occupe aussi des animations, parce qu'on a quelques grandes fêtes médiévales qui ont lieu ici. Voilà, donc dans mon parcours, je suis historien de l'art de formation, spécialiste sur la période médiévale, principalement sur l'architecture, et donc un parcours mix histoire de l'art et archéologie. Alors, parlons un peu des Templiers. Oui. Comment est-ce que ces gens sont arrivés dans notre histoire? Alors, s'il y a bien un sujet complexe au comment, c'est bien les Templiers, parce que entre les faits historiques et tout, la culture qui tourne autour des Templiers, il n'est pas toujours facile de faire la part des choses. Bien sûr. Donc, si on veut replanter un petit peu le contexte. C'est un contexte qui lui-même est compliqué, puisque c'est le contexte des croisades. Alors, si on veut simplifier un petit peu, on va donc se placer autour de l'an 1000. À cette période, on va demander aux chrétiens d'aller faire une fois dans leur vie un pèlerinage jusqu'à Jérusalem. Donc, jusqu'à l'an 1000, c'est pas trop compliqué, parce que bien qu'une ville musulmane, il y a un partenariat avec Byzance qui autorise les chrétiens à se rendre sur le tombeau du Christ en l'église du Saint-Sépulcre. D'accord. Après l'an 1000, ça va se compliquer, notamment avec l'arrivée des Turcs seldjoukides, qui vont s'emparer de la ville de Jérusalem et qui, eux, vont voir d'un très mauvais œil tous ces chrétiens qui arrivent, d'on ne sait où. D'ailleurs, quelle que soit l'origine des chrétiens, on va les appeler les Francs, parce qu'on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Et du coup, à la fin du XIe siècle, tous les chrétiens vont être chassés de la ville de Jérusalem, persécutés, et les portes seront closes pour le pèlerinage. Ce qui va bien sûr pas du tout plaire au pape. Le pape en question, c'est Urbain II, qui en 1095, lors du concile de Clermont, va faire un appel à tous les seigneurs d'Occident pour constituer une armée et aller réouvrir les portes de Jérusalem, ce qui va donc être la première croisade, bien que le terme n'arrivera que bien plus tard. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, un an plus tard, l'armée part de Aix-la-Chapelle. Elle est menée par un certain Godefroy de Bouillon, généralement un nom assez célèbre. Ils n'arriveront à Jérusalem que 3 ans plus tard, en 1099. C'est une belle promenade quand même. Hein. Tout à fait. Et s'empareront de la ville. Super, les chrétiens peuvent de nouveau y aller. Le seul souci, c'est que c'est un voyage qui est très long. On estime qu'il faut à peu près 3 ans pour faire l'aller-retour à pied. Donc seuls les gens fortunés pourront se payer un tel voyage. D'ailleurs, certains nobles payeront des gens pour le faire à leur place, parce qu'aux yeux de l'Église, c'est exactement pareil. Vive le Moyen-Âge. Donc, les gens fortunés forcément doivent déplacer beaucoup d'argent avec eux pour pouvoir payer le gîte, le couvert jusqu'à Jérusalem, forcément vont être la cible de brigands sur tout le long de la route.
Bien sûr. Et c'est là qu'intervient un chevalier, Hugues de Pin. Alors Pin, ça s'écrit P-A-Y-N-S, hein, mais ça se Alors prononce c'est bien. Hugues de Pin, Hugues de Payen, Voilà. On entend tout ce qu'on veut là-dessus. Il faut savoir que l'orthographe au Moyen-Âge est un petit peu, enfin n'est pas du tout, en fait, tout simplement cerclée, hein, elle est complètement aléatoire, et on va retrouver énormément d'écritures différentes pour un seul et même nom. Aujourd'hui, on retient l'appellation Hugues de Pin, tout simplement parce que vous avez la ville de Pin, comme aujourd'hui, qui s'écrit de la même manière, et donc d'où est originaire Hugues, tout simplement. D'accord. Alors, donc, Hugues de Pin, en 1118, va créer une milice pour protéger, escorter les pèlerins jusqu'à Jérusalem, principalement en Palestine, en fait, de la côte jusqu'à Jérusalem. Cette milice, elle va porter un nom, les pauvres chevaliers du Christ. C'est pas un nom qui a traversé l'histoire. Non. Un an plus tard, le roi de Jérusalem, Baudouin II, va offrir un quartier général à ce groupe de chevaliers, Ouais. à côté de son palais, à l'emplacement supposé du temple de Salomon. Et à partir de là, les chevaliers, on va les appeler les chevaliers du temple, qui par déformation vont devenir les templiers. On est en 1119, voilà, c'est l'arrivée des templiers à Jérusalem. Donc toute cette période Jérusalem est plutôt tumultueuse, on va dire. Tout à fait. Et donc il y a eu d'autres croisades après, toujours pour les mêmes motifs d'ailleurs. C'est ça, alors pas tout à fait d'ailleurs. Ah. Si on veut être précis, la première croisade a vraiment pour but d'aller réouvrir les portes de Jérusalem et permettre de nouveau le pèlerinage. Il n'est pas du tout question de guerre sainte sur la première croisade. Cette notion va arriver au fur et à mesure des croisades, avec cette idée d'aller combattre les mécréants. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va se distiller petit à petit, mais qui n'est pas du tout présent sur la première croisade. D'accord. Voilà, ça c'est une petite notion qu'on peut Oui, apporter. c'est important, bien sûr. Donc il y a eu combien? Il y a eu 3 croisades. Alors, pareil, le chiffre des croisades, c'est pour ça que je vous disais que c'est un contexte qui est compliqué. Parce que si on veut retenir les croisades officielles, et justement je parle de croisades officielles, on va en retenir 8. Ah ouais? Il y a 8 croisades officielles, dont 3 très célèbres. Ah d'accord. Voilà. Et après, vous avez énormément de guerres qui ont porté le nom de croisades, mais qui ne sont pas retenues dans les croisades officielles. Je pense notamment aux croisades contre les Albigeois ou contre les Cathares dans le sud de la France. D'accord. Voilà, elles portent aussi le nom de croisade. Ouais. On va également parler de la croisade des enfants. Donc, alors les enfants, c'est bien sûr pas des enfants, hein, mais bien des pauvres en fait, hein, qui, lors d'un gros mouvement populaire, ont eu l'idée également de se rendre à Jérusalem, sans aucune organisation. Oula, Et donc, c'est un gros mouvement populaire qui va se faire énormément suivre. Et au fur et à mesure de leur avancée dans la traversée de la France vers le sud, ils vont devenir tellement énormes qu'ils vont avoir des problèmes de logistique basiques, à savoir nourrir la population. Et ils vont piller les villages qu'ils vont passer pour pouvoir nourrir la troupe. Ils vont se faire décimer par les autorités locales. Bien sûr. Donc cette croisade n'est pas retenue dans les croisades officielles. Bien sûr. Voilà. Alors si on veut retenir donc les 3 croisades les plus importantes, on va parler de la première croisade, donc, qui est menée par Godefroy de Bouillon. Elle se fait par voie de terre. Elle part donc d'Aix-la-Chapelle, traverse tout l'Empire germanique, passe le Bosphore à Constantinople, la Turquie, et va libérer les villes les unes après les autres jusqu'à Jérusalem en formant ce qu'on appellera par la suite les États latins d'Orient. Antioche, Tripoli, Édesse, etc. La deuxième croisade la plus importante, c'est la troisième. C'est bon, on suit. On arrive à suivre. Donc, la troisième croisade, c'est simplement parce qu'on a tous les VIP de l'époque. On va retrouver Philippe II Auguste pour la France, on va retrouver Henri II Plantagenet pour l'Angleterre, avec son fils, Richard Cœur de Lion, nettement plus célèbre. Oui. Et puis pour l'Empire germanique, un empereur particulièrement connu, Frédéric Barberousse. Voilà, donc c'est vraiment la croisade avec les personnages les plus célèbres de cette époque du Moyen-Âge, c'est pour ça qu'elle est extrêmement connue. Et la dernière croisade qu'on retient, d'ailleurs, en fait, c'est 2 croisades qui sont menées par un seul et même homme, c'est la 7e et la 8e, qui est menée par Saint Louis, Louis IX. Voilà, donc la première, il se rend en Égypte, où il va se faire il va se constituer prisonnier pour sauver son armée après la défaite d'Al-Mansour. Il va donc devoir rester 3 ans sous la tutelle du Shah d'Égypte jusqu'à ce qu'on ait fini de payer la rançon de Saint-Louis. Il rentre en France et repart
avec une escale en Tunisie. Alors, il y a plusieurs... tous les historiens ne sont pas d'accord sur les raisons de son escale en Tunisie. Toujours est-il qu'il sera atteint de dysenterie là-bas et mourra à Tunis. Et ce qui marque donc la fin des croisades. Alors, la fin des Templiers dans le royaume de Jérusalem, je vais peut-être dire une ânerie, mais c'est Acre, non. Si, c'est ça, Saint-Jean d'Acre. Saint-Jean d'Acre, voilà. Tout à fait. En fait, Saint-Jean d'Acre, c'est le dernier bastion des croisés, avec tous les ordres mendiants, pas tous les ordres militaires, donc la dernière ville qu'on possède en Palestine et qui tombera en 1299. Donc là c'est vraiment, à partir de 1299, il n'y aura plus du tout de présence chrétienne, en tout cas d'ordre de chevalerie en Palestine. En Palestine, d'accord. Donc les Templiers s'enfuient de Saint-Jean d'Acre et ils reviennent donc en France. C'est ça, mais ils étaient bien sûr présents en France. Ils étaient déjà présents en France. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si on revient un petit peu en arrière, lorsque Hugues de Pins crée sa milice, ils ne sont qu'une quinzaine de chevaliers. Ouais. Bien sûr, ils ne peuvent pas escorter tous les pèlerins, c'est impossible. C'est clair. Il va donc rentrer en France pour demander l'appui de la personne la plus puissante en Europe, à savoir le pape. Bien sûr. Et donc, il n'ira pas demander directement l'appui du pape, il va passer par un intermédiaire, puisqu'il connaît très bien un certain Bernard de Clairvaux, personnage extrêmement important et influent à cette époque, qui prêchera donc l'aide, qui va demander l'aide pour les Templiers auprès du pape, lors du concile de Troyes. Donc, concile de Troyes en 1128. Alors, vous trouverez deux dates, 1128, 1129, tout dépend comment vous vous placez par rapport au calendrier médiéval, puisqu'il a lieu en janvier et que la nouvelle année a lieu à Pâques. Donc, si on est sur le calendrier médiéval, 1128, si on est sur le calendrier aujourd'hui, janvier 1129. Bref, lors de ce concile, les Templiers vont être reconnus comme un ordre de moines chevaliers. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'au Moyen-Âge, on ne mélange pas les cases. Vous avez les bellatores, les oratores et les laboratores. Bellatores, ceux qui combattent, oratores, ceux qui prient, et laboratores, ceux qui travaillent. Voilà, mais c'est ça. Et il est très très mal vu de passer d'un ordre à l'autre et de mélanger les ordres. Et les Templiers viennent se poser comme moines chevaliers, donc ce qui explique le peu en fait de succès qu'ils vont avoir jusqu'au concile de Troyes. À partir du concile de Troyes, ils vont être reconnus comme un ordre de moines chevaliers, ça va être officialisé par le pape, et il va donc être de bon ton de confier des terres, de donner faire des dons aux Templiers, comme on fait des dons à l'Église, pour s'assurer une place au paradis. Et c'est ce qui va se passer ici, à Arville, en 1130, donc vous voyez juste un an après le concile de Troyes, le seigneur de Châteaudun, qui est aussi seigneur de Mondoubleau, va offrir 1000 hectares de terre aux Templiers, ici. Ah, ok. Voilà. Et ça, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Hein. Il va offrir 1000 hectares de terre. Donc cette date, elle nous est connue grâce à une charte, donc on a facsimilé ici dans la commanderie. Qui atteste qu'un certain Guillaume d'Arry d'Avila est commandeur de la commanderie d'Arville, et cette charte est datée de 1130. Donc voilà, ça nous permet de comprendre que la commanderie d'Arville fait partie de ce mouvement populaire de construction de commanderies qui vont avoir lieu en France. Elles vont arriver très très vite après 1128. Jusqu'à l'arrestation des Templiers. On va estimer qu'au début du XIVe siècle, il y ait près de 1200 commanderies en France. Ce qui est vraiment énorme. C'est pas mal, ouais. Tout à fait. Et de ces 1200 commanderies, il ne reste que peau de chagrin aujourd'hui. On a principalement quelques églises qui vont rester, beaucoup de noms par contre. On a juste à côté d'ici le village du Temple, par exemple. À Paris, vous avez le quartier du Temple, avec la rue des Blancs-Manteaux. Enfin, voilà, ce sont des noms qui permettent d'attester la présence de Templiers au Moyen-Âge. Mais donc, dans des commanderies, il ne reste principalement que des églises, et encore, il n'en reste pas beaucoup. Et des ensembles de bâtiments comme la commanderie d'Arville, ils sont vraiment très rares. Alors bien sûr, tout le monde connaît les deux exemples majeurs qui sont dans le sud de la France, la Couvartoirade et Sainte-Eulalie de Cernon, mais qui ne sont pas du tout comparables avec Arville, puisque là, on est vraiment sur des places fortes, alors qu'une commanderie avait plutôt quelque chose comme une abbaye. Enfin voilà, il n'y a pas forcément de bâtiment militaire. Et donc une commanderie comme après pour le nord de la France, l'exemple majeur et le mieux conservé, ça reste la commanderie d'Arville.
Donc les Templiers débarquent dans la région en Alors, en 1130, 1130. On leur a donc donné des terres, il n'y a rien. Et pour bâtir cette commanderie telle qu'elle est aujourd'hui, ça va prendre quand même quelques siècles. alors oui, c'est-à-dire que la commanderie d'Arville va vivre et tout au long, enfin voilà, jusqu'au 21e siècle, elle va bouger, elle va se transformer, elle ne va jamais rester inactive, ce qui explique aussi qu'on ait pu la conserver dans cet état. Donc aujourd'hui, de la commanderie principale, il ne reste pas grand-chose, principalement l'église et quelques traces sur le porche, mais on a beaucoup de traces d'occupation en fait de la commanderie du XIIe siècle jusqu'au XXe siècle. D'accord. Ça, c'est une représentation de Alors, la commanderie? voilà, tout à fait. Alors voilà en fait une maquette qui représente Arville au XVIe siècle, donc après la présence des Templiers et sous la présence des Hospitaliers qui vont apporter énormément de modifications sur la commanderie. 16e siècle? Au XVIe siècle. Donc, ça fait 500 ans qu'ils sont installés ici. Alors, les Hospitaliers, en fait, ils vont récupérer la commanderie lors du procès des Templiers. Le pape, pour éviter que le roi de France, Philippe IV le Bel, récupère tous les biens appartenant aux Templiers, va confier tout ce qui appartient aux Templiers à un autre ordre de moines chevaliers, les Hospitaliers. D'accord. Et donc, Arville va faire partie du lot. En 1312, Arville va passer à la main des Hospitaliers qui vont vivre ici tranquillement jusqu'à une autre date importante de notre histoire, 14 juillet 1789. Bien sûr. Où je vous rappelle, on se révolte contre le clergé et la noblesse, il fait donc pas bon être moine chevalier à l'époque. Voilà, petite parenthèse fermée. Donc au XVIe siècle, en fait, pourquoi cette date-là? Parce que c'est là, en fait, que vont avoir lieu les plus grosses modifications de la part des Hospitaliers. Et qu'on va retrouver les bâtiments qu'on retrouve aujourd'hui pour la plupart. Donc, les modifications qui vont avoir lieu, c'est le porche, avec un aspect 16e. Bien qu'on ait quelques traces dans le porche de maçonnerie du XIIe siècle. D'accord. Vous avez les écuries qui sont ici. Donc, ça c'était les écuries? Voilà, tout ça c'est le bâtiment dans lequel se trouve le musée actuellement, étaient les écuries. On suppose, alors on n'a pas de traces écrites, mais la logique de par l'importance des écuries et par l'implantation de la commanderie d'Arville, on suppose que la fonction première de la commanderie d'Arville était la production de chevaux percherons pour les Templiers, plus tard pour les Hospitaliers. Donc, ici, les écuries. Au centre, vous avez la grange dîmière, où était récoltée la dîme par les Templiers, puis plus tard par les Hospitaliers. Alors, on sait que la grange dîmière des Templiers était au même emplacement, seulement les Hospitaliers l'ont abattue pour en construire une plus importante. D'accord. Voilà. Vous avez là-bas un pigeonnier, qui montre l'importance encore du caractère noble des Templiers et des Hospitaliers. On estime qu'il y a à peu près 1000 nids dans le pigeonnier, correspondant aux 1000 hectares. Puisque vous n'avez le droit que d'avoir un couple de pigeons par hectare, c'est la loi au Moyen-Âge. Oula, d'accord. Tout simplement pour éviter que les récoltes soient mangées par les pigeons. À côté, le petit bâtiment, c'est un four. Four banal, puisque les Templiers ont obtenu le droit de banalité de la part du seigneur de Mondoubleau. D'ailleurs, pour le droit de banalité? Ah oui, petite parenthèse. Alors, il va y avoir une loi comme quoi les gens n'ont pas le droit d'avoir de four chez eux, tout simplement parce que les gens font souvent des fours en terre qui peuvent s'effondrer et donc risque d'incendie. Quand vous êtes dans des maisons en torchis, à colombage et mitoyenne, c'est pas votre maison qui part en fumée, c'est tout le village. Oui, bien sûr. Oui. Donc, la loi va faire que seuls les seigneurs auront le droit d'avoir des fours dans lesquels tout le monde va faire cuire son pain. Et bien sûr, il faut payer une taxe. Cette taxe, elle s'appelle le ban ou la banalité. Et donc, les seigneurs d'Arville, les commandeurs, vont avoir ce droit à la banalité. Et donc, les gens du village viendront faire cuire leur pain ici. D'accord. Ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que le seigneur de Mondoubleau va vite se rendre compte que c'est un manque à gagner, ce droit de banalité à Arville. Il va donc vouloir récupérer ce droit, mais ce qui ne va pas du tout plaire au commandeur d'Arville, qui va s'en plaindre au commandeur de la commanderie de Sourds, dont il dépendait, à côté de Chartres.
qui va en toucher un mot à l'évêque de Chartres, qui va en toucher un mot au pape, qui excommuniera le seigneur de Mondoubleau jusqu'à ce qu'il rende le droit de banalité. Oui, donc ça vous montre un petit peu comment un petit seigneur comme le seigneur d'Arville pouvait avoir une influence dans la géopolitique locale. D'accord. Là, ce qu'on aperçoit ici, là, c'est... L'emplacement supposé des jardins médiévaux, les jardins médiévaux protégés, puisqu'on avait vraiment le fonctionnement d'une abbaye dans la commanderie d'Arville, si ce n'est l'aspect militaire. Donc forcément, un jardin médiéval avec une production pour être le plus autonome possible. D'accord. Là, l'actuel jardin médiéval... c'est un petit morceau. Un tout petit morceau de ce qui pouvait être les jardins de l'époque des Templières et hospitalières. D'accord. Mais la structure de ces jardins médiévaux était déjà, elle est respectée, parce que j'ai vu que c'était des carrés. Alors oui, différents. En fait, il y a toute une symbolique dans le jardin médiéval. Alors c'est pas ma partie où je suis le plus à l'aise. Toujours est-il que on va retrouver en fait une symbolique avec des carrés. Avec toujours deux allées qui se croisent au centre pour rappeler en fait la Jérusalem céleste avec les deux fleuves qui se croisent. D'accord. Et après chaque carré va avoir sa propre symbolique. On ne mélange pas les plantes médicinales, des plantes potagères, des plantes tinctoriales, etc. D'accord, ok. Là ici, je suppose que ça veut dire que c'est des arbres. Voilà, c'est ça. Là c'est une libre interprétation, hein. On n'a pas de fonctionnement précis. Actuellement il n'y a pas de verger ici. Non. C'est pas un verger. Voilà. Par contre, on a une mare ici dont on sait qu'elle était présente au Moyen-Âge, puisque c'était le vivier. Hein. Donc là, on gardait le poisson vivant. Le site a été choisi parce qu'il y a 3 sources sur le site même, plus la rivière le Couëtron qui longe la commanderie qui servait de rempart naturel. Oui, bien sûr. Le bâtiment que vous voyez ici, il est particulièrement important parce qu'il n'existe plus aujourd'hui. C'est le logis des Templiers, puis plus tard des Hospitaliers. Il a donc été abattu à la Révolution pour en fait abattre le symbole de la présence des Templiers et des Hospitaliers à Arville. Tout le reste, c'était que des bâtiments agricoles, donc ils ont pu être réutilisés. Mais le logis seigneurial, lui, il a été abattu. Comme dans toutes les abbayes et les quartiers cathédrales, on voit en fait que le logis est tourné vers l'église, avec cette implantation en U classique, très certainement le dortoir dans cette aile avec un accès direct à l'église pour pouvoir y aller directement pour les offices de nuit, comme les matines. Dans la salle la plus importante, celle dans l'aile centrale, on retrouvait la salle capitulaire et le réfectoire, qui pouvaient être une seule et même salle. Et dans la 3e aile, généralement, on y retrouve toutes les commodités, les cuisines, le cellier, le dortoir, etc. Les commodités, voilà. Alors les actuels bâtiments qui sont donc à côté de la porte d'entrée, j'ai vu, il y a la mairie, Alors la mairie, en fait, elle est vraiment implantée dans le porche, ici. Elle est vraiment, vous avez la mairie d'Arville, c'est les 2 petites fenêtres qui sont au-dessus du porche. Le bâtiment qui est à l'emplacement de cette aile-là, en fait, c'est l'ancien presbytère qui a été bâti sur les ruines de l'ancien logis. D'ailleurs, on peut encore apercevoir une archère du XIIe siècle qui est dans les soubassements de ce bâtiment. D'accord, ok. Alors, vous me disiez tout à l'heure, hors caméra, que l'église, c'était le bâtiment le plus ancien. Tout à fait. Il n'a pas été modifié ou très peu par les Hospitaliers. Donc dans sa structure même, elle date du XIIe siècle, donc de 1130, avec le temps bien sûr de construction. C'est une église romane. Dans tous les canons de l'époque romane, on y retrouve à peu près tout ce qu'on peut regrouper comme style roman. La seule modification que vont y apporter les Hospitaliers, c'est une petite pierre blanche qui se trouve sous le vitrail avec la croix des Hospitaliers, donc la croix de Malte, qui atteste simplement que l'église a changé de propriétaire. D'accord. Ce qui est particulièrement remarquable sur cette église, c'est le clocher.
Ouais. on a ce qu'on appelle un clocher-mur ou clocher-peigne qui est typique du sud-ouest de la France, donc plutôt éloigné d'Arville. Et dans la région, il fait un petit peu office d'unicum, on n'en a pas d'autres exemples. D'accord. La seule explication probable, c'est une commande directe d'un commandeur d'Arville qui aurait été originaire ou qui serait passé par le sud-ouest de la France et qui aurait voulu faire pareil. C'est à peu près la seule explication qu'on peut avoir parce que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver dans toutes les commanderies et c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans la région. D'accord. Alors, l'ensemble de bâtiments qu'on va voir tout à l'heure, qui va devenir le centre d'hébergement, là, il n'est pas présent, il est plus à l'extérieur. Il se trouve un peu plus sur la droite de l'église. D'accord. Mais donc, ça appartenait pas à la commanderie avant. Non, c'était un corps de ferme qui était présent dans le village. Il est possible que la ferme ait eu un quelconque lien avec les hospitaliers, mais rien n'est attesté là-dessus. Il n'y a pas forcément de lien historique entre le centre d'hébergement et la commanderie d'Arville. Donc maintenant, ce sont des hospitaliers qui sont installés à Arville. Alors, pas tout à fait. C'est pas des hospitaliers. Donc, si on reprend compliqué, notre fil d'histoire, donc effectivement, les hospitaliers s'installent ici à partir du 1312, puisqu'ils vont récupérer tout ce qui appartient aux Templiers. Et ils vont vivre ici jusqu'au 14 juillet 1789, Révolution française. Là, ils vont se faire chasser d'Arville, le logis seigneurial est détruit, et la commanderie tombe bien national. Voilà. Tous les bâtiments vont être vendus petit à petit à des agriculteurs au cours du 18e et du 19e siècle, qui vont se succéder ici, vont venir s'installer. Tous les bâtiments, excepté l'église, bien sûr, qui reste l'église paroissiale, et le porche, qui va rester à la propriété de la commune d'Arville. D'ailleurs, à partir de 1945, la mairie viendra s'installer dans le porche, au-dessus de la voûte, et elle va y rester jusqu'à nos jours, bien qu'on ait eu un regroupement de communes et que le siège de la commune n'est plus ici, mais voilà, les bureaux de la mairie d'Arville sont toujours au-dessus du porche. Voilà. Donc les agriculteurs viennent s'installer ici, 3 familles d'agriculteurs. L'une va s'installer dans la grange, une deuxième au centre de la cour et la troisième dans les écuries où nous sommes actuellement. D'accord. Ils vont donc y vivre ici tranquillement, ce qui explique qu'il n'y aura pas beaucoup de modifications en fait et que les bâtiments vont être conservés. Les principales modifications qui vont avoir lieu pendant cette période-là, c'est le comblement des fossés qui entouraient la commanderie et ils vont enlever également le pont-levis qui était sur le porche pour avoir un accès plus facile tout simplement à leur ferme. Et le mur d'enceinte en fait qui entourait la commanderie, alors il ne faut pas imaginer de grosses murailles, plus un mur d'abéline assez fin mais assez haut puisqu'on estime qu'il faisait près de 6 à 7 mètres de haut. Ah, quand même, lui va être également abattu, il se trouve très probablement d'ailleurs dans les anciens fossés aujourd'hui. Donc c'est les modifications qui vont avoir lieu pendant cette période-là. Et puis à partir de 1983, donc vous voyez c'est une histoire très très récente, la première famille d'agriculteurs, celle qui se trouvait dans la grange, va commencer à vendre différents éléments, à savoir le pigeonnier et le four banal. Et là donc sous l'initiative de Pierre Fauchon, une assemblée de communes va se porter acquéreur de ces différents bâtiments. Alors je dis bien assemblée de communes, parce que ce n'est pas encore la communauté de communes actuelle. Certaines communes vont partir, d'autres vont arriver. Donc cette assemblée de communes se porte acquéreur et une association va être créée, l'association Les Amis de la Commanderie, qui va commencer à se renseigner sur le site et vouloir faire les premières visites guidées, les premières restaurations sur le site. Deuxième famille à partir, celle qui se trouvait dans le centre de la cour. Là, on va choisir d'abattre la maison, tout simplement parce qu'elle vient cacher la lisibilité du site. Et la dernière famille à partir ne partira que dans les années 2000, celle qui se trouvait dans les écuries. Et c'est à ce moment-là qu'il y a les dernières transformations. L'Assemblée de communes devient communauté de communes des Collines du Perche, se porte acquéreur de l'ensemble des bâtiments, porche excepté, puisqu'elle appartient toujours de manière privée à la mairie d'Arville. Et là va être fondé le centre d'interprétation
de l'ordre, comme des ordres de la chevalerie et des croisades, hein, donc, dans lequel nous nous trouvons actuellement. Alors, je m'excuse, je coupe la parole, mais quelle différence il y a entre un musée et un centre d'interprétation? Et c'est simple, c'est que dans un centre d'interprétation, vous ne trouverez pas de pièces archéologiques. Voilà, tout simplement, tout ce qui est ici, ce sont que des facsimilés. Et ce n'est pas du tout le but que de présenter en fait des objets médiévaux ici. Le but est vraiment de faire comprendre un pan de l'histoire, à savoir donc les croisades et la fondation des ordres de la chevalerie, aussi bien l'ordre des Templiers que l'ordre de Malte. Et ce musée, pas ce musée, je vais faire un lapsus, ce centre d'interprétation a été créé comme un voyage dans la Terre Sainte et dans les différents parties qui vous mènent jusqu'à Jérusalem. Donc ici, donc, on a recréé l'ambiance d'une ferme dans cette salle-ci. Vous allez dans les salles suivantes, on va retrouver le port de Gênes. Vraiment, vous allez comme une immersion dans le port de Gênes, rentrer dans un bateau. Vous allez arriver en Palestine avec du sable, des tentes médiévales, vraiment jusqu'au bûcher des Templiers, qui est la dernière salle en fait du centre d'interprétation. Avec beaucoup donc, de panneaux très vivants et de maquettes, de mannequins, etc., qui permettent d'expliquer ce pan de l'histoire pour lequel on a finalement peu d'objets archéologiques, mais énormément de choses à raconter. D'accord. Donc si on doit parler un petit peu des statuts aujourd'hui du site, donc comme je vous le disais, tous les bâtiments appartiennent à la communauté de communes des Collines du Perche, et la gestion en est faite par une autre association, c'est plus les Amis de la Commanderie, mais l'association La Commanderie d'Arville, qui gère aujourd'hui le site, l'accueil du public, aussi bien scolaire que les individuels et les groupes comme, qui peuvent faire des séminaires, mariages, etc. Bon. Alors, les activités qui sont actuellement proposées par la commanderie? Alors, beaucoup de choses, on est très très polyvalent. Donc bien sûr, vous pouvez en famille venir visiter le site à n'importe quel moment. On est ouvert de février jusqu'à fin novembre, avec des petits parcours participatifs pour les enfants. Vous avez également des audio-guides si vous avez, pour visiter le musée. Et en plus de ça, donc, on propose aussi des manifestations. On a 6 grandes manifestations dans l'année, qui vont de la chasse aux œufs, un marché médiéval, une fête médiévale pendant l'été. On a le rendez-vous au jardin, journée du patrimoine, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. On propose aussi des ateliers dans le cadre du festival Tout Feu Tout Flamme, qui est un festival autour du Perche, qui rassemble le Perche aussi bien comme en Normandie qu'en région centre, Pays de la Loire. Et donc tout le monde propose des ateliers autour du feu. Donc on a proposé des ateliers autour du pain. L'année prochaine, peut-être un nouvel atelier, c'est encore en préparation. Voilà, donc ça c'est au mois de février que ça se passe. Et donc là, vous pouvez participer en tant qu'individuel à ces ateliers. Et sinon, bien sûr, on a énormément d'activités pour les groupes. Donc, on retrouve des activités pour les scolaires, pour les centres de loisirs, mais également pour les adultes, donc pour des groupes à partir de 10 personnes. On a une équipe d'une quinzaine d'intervenants professionnels qui proposent plus de 50 ateliers différents. Des ateliers autour du Moyen-Âge, tir au trébuchet, de la calligraphie, de la danse médiévale, des choses comme ça, mais également autour des vieux métiers, la poterie, le travail du cuir, le pain, la boulangerie, la découverte de la nature, apprenti herboriste, la création d'un herbier, découverte de la faune médiévale, et puis et plein d'autres activités comme ça. D'accord. Et donc, l'association, c'est la commanderie d'Arville. C'est ça, tout à fait. C'est une association qui emploie combien de salariés? Alors, on est une dizaine de salariés aujourd'hui. Et combien de bénévoles? Alors, il n'y a pas beaucoup de bénévoles en fait, puisque c'est une association fermée en fait, avec simplement un bureau qui gère donc les statuts de l'association, etc. Et les salariés. Vous ne pouvez pas adhérer à l'association, la commanderie d'Arville. Elle n'est là que pour le fonctionnement du site. D'accord. Bon, je crois qu'on a fait
un bon tour d'horizon. On va peut-être maintenant aller visiter le centre d'hébergement. Tout à fait, on va pouvoir rejoindre mon directeur, Christian et moi, pour aller visiter le centre d'hébergement. Eh ben on y va. Eh bien nous continuons cette visite de la commanderie d'Arteville avec le centre d'hébergement. Oui, c'est ça, vous êtes ici dans un centre d'hébergement qui existe depuis 2008 et puis une deuxième tranche en 2014. Alors pourquoi ce centre d'hébergement? Donc c'est un projet en cohérence avec la commanderie templière d'Arteville que vous avez vu tout à l'heure, puisque si vous voulez, la commanderie templière d'Arteville a permis de développer tout un tas d'activités, et notamment des activités pour les scolaires ou les centres de loisirs. Donc le centre s'est ouvert en 2008 ? 2008. D'accord. Mais c'était que les scolaires? Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types, on a ciblé plusieurs types de clientèle pour un taux de remplissage maximum. Oui. Donc il y a une première tranche où on a fait 62 lits donc, en 2008, et la deuxième tranche de 45 lits en 2014. Alors la première tranche, 62 lits, c'était pour pouvoir accueillir un quart, effectivement au niveau des scolaires ou des centres de loisirs, mais par contre on loue aussi pour les week-ends, aux adultes, aux groupes adultes, on ne loue qu'au groupe, on ne loue pas au niveau individuel. Bien. Et C'est ouvert toute l'année? On ferme un mois l'hiver, et vu le succès effectivement en 2008 de cette première tranche, d'où cette deuxième tranche en 2014, qui effectivement est toujours dans le même esprit, c'est-à-dire la semaine pour les scolaires et les week-ends pour les fêtes de famille et mariage. D'accord. Donc nous avons une capacité totale aujourd'hui de 110 lits. Ah ouais, pas mal. Dans un petit village de 77 habitants. Ok, c'est très bon, très fort. On va filmer tout à l'heure un petit peu les lieux, parce qu'il y a deux bâtiments principaux. Oui. Alors sur le lieu, donc l'aspect effectivement c'était une ancienne ferme au milieu du village. Ouais. Donc le premier bâtiment que je vous ai parlé tout à l'heure, qui a été effectivement restauré, réhabilité, c'était une grange avec une étable et puis au-dessus des greniers. Il y avait aussi dans cette tranche les porcheries qui ont été aussi aménagées. Ensuite, dans la deuxième tranche, nous avons aménagé la bergerie, qui nous sert aujourd'hui de salle d'activité, l'écurie, et puis la maison d'habitation, plus une maison imposante qui est derrière nous, où effectivement on l'a complètement restaurée parce qu'elle était inhabitée depuis très longtemps. D'accord. Par contre, la ferme fonctionnait encore dans les années 1990. Donc hébergement, restauration, vous avez fait une cuisine, je suppose? Alors, nous avons effectivement tous les services pour accueillir l'ensemble des élèves ou des groupes adultes. Donc, mais nous n'avons pas de cuisinier sur place, donc nous travaillons avec soit des cuisines centrales, soit des traiteurs, donc qui on est livré tous les jours. Voilà. D'accord. Voilà. Ok, bon. D'autres choses à me dire sur le centre d'hébergement? Le centre d'hébergement, si vous voulez, fait partie de l'attractivité aujourd'hui de la commanderie. Il faut bien comprendre que c'est un projet et ça ne fonctionne parce qu'il y a la commanderie. Ça ne fonctionnerait pas effectivement. Bien sûr. Nous ne sommes pas sur une voie touristique. Donc ça fonctionne parce qu'effectivement nous avons développé tout un tas d'activités à la commanderie. Donc les gens dorment dans ce centre d'hébergement et la journée sont à la commanderie en activité. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu des activités de la commanderie? Oui, bien sûr. Alors, les activités se décomposent essentiellement en ateliers. Voilà. Donc on a un catalogue que vous
pourrez consulter, Mhm. et qui est en ligne d'ailleurs sur notre site internet. Nous proposons aujourd'hui plus de 50 ateliers différents, aussi bien Oui. pour les enfants que pour les adultes. Donc on a des ateliers autour du pain, on a des ateliers autour de tout ce qui est poterie, on a des ateliers autour du cuir, on a des ateliers autour de la danse, des contes, Ah. des trébuchets, des enluminures, des fabrications d'épées, de costumes, etc., etc. D'accord. Hein, donc une panoplie d'ateliers est adaptée en fonction des âges des enfants et bien sûr des adultes. Donc même si c'est le même thème, mais ils sont adaptés en fonction des âges. Hein, et donc les enfants, par exemple l'atelier cuir, hein, donc ils ont un morceau de cuir à l'arrivée. Donc ils font une teinture dessus, Ouais. et puis avec un poinçon et un marteau, ils gravent leur prénom dessus et ils repartent avec. Le but des ateliers, c'est de repartir avec un objet qu'ils ont fabriqué pendant leur séjour à la commanderie. Alors si je viens à l'atelier épée, je repars avec une épée? Voilà. Voilà. Mais en métal repoussé, Ah. ce qui est moins dangereux. Bien sûr, bien sûr. Alors les intervenants dans ces activités, ce sont des professionnels ou ce sont des gens qui travaillent pour la commanderie? Alors ce sont que des professionnels. C'est-à-dire que celui qui fait l'atelier épée, c'est un armurier. Enfin, C'est pas un armurier, mais un forgeron. Non, c'est pas un forgeron parce que c'est métal, ce qu'on appelle ça, métal repoussé. Et si vous voulez, c'est plutôt du cartonnage, hein, avec recouvert d'une feuille. Et non, mais ce sont des gens tous professionnels, hein, et qui sont, on en a aujourd'hui, j'ai dit 50 ateliers, mais on en a un peu plus d'une quinzaine de gens qui interviennent à la demande, hein, sur ces différents types d'ateliers. Certains sont spécialistes justement de l'atelier qu'ils vont faire, c'est-à-dire par exemple pour la poterie, c'est une véritable potière qui vient sur place. Pour le cuir, c'est la sellerie percheronne, donc qui est juste à côté, qui vient sur place expliquer aux enfants leur métier et donc le travail du cuir. Et pour d'autres, on va être sur des personnes spécialisées dans les arts plastiques, etc., qui vont pouvoir justement amener différents travaux autour du Moyen-Âge. Et donc des vieux métiers et tout ça. Voilà un petit peu les grands secteurs qu'on propose ici à la commanderie. D'accord. C'est de toute façon toujours tourné vers l'ancien temps. Pas forcément. On a aussi quand même un tout petit peu... Alors, on a principalement tourné vers l'ancien temps. On a aussi développé un petit peu tout ce qui était découverte de la nature aussi, parce que on est dans un cadre naturel. On accueille beaucoup d'écoles parisiennes qui viennent chercher aussi ce côté un petit peu découvert de la nature. On va parler de l'herbier, on va créer un herbier, on peut aussi avoir découvert des animaux, de la faune médiévale. Donc il y a quand même un lien possible avec le Moyen-Âge, mais on peut faire tout à fait un séjour thématique que sur la découverte de la nature. D'accord. Bon, ça m'a l'air bien fourni. Donc il y a combien? 50, 60 activités? Il y a 50 ateliers, une cinquantaine d'ateliers différents, hein, donc soit effectivement, comme vient de le dire Mathieu, le séjour, ils peuvent prendre effectivement un séjour sur 3 nuits sur un thème particulier, ou à la carte, choisir des ateliers qu'ils ont effectivement. Souvent les scolaires ont travaillé le sujet en amont, en classe, et ils viennent pour effectivement mettre en pratique ce qu'ils ont appris à l'école. Voilà. Donc les scolaires ou les centres de loisirs, enfin surtout les scolaires, ne sont pas en vacances quand ils viennent ici, même si on pourrait le penser. Mais ils sont là pour apprendre, les enseignants, s'ils viennent, ils les amènent pour apprendre quelque chose. Oui, bien sûr. D'accord. Ok. On fait une petite visite? On peut faire Vous avez autre chose à me... Non, on peut faire une petite visite, simplement pour vous dire quand même que l'histoire de la commanderie démarre en 2000 à peu près, enfin non, en 83 plus exactement, puisque la collectivité à l'époque avait décidé de racheter petit à petit l'ensemble des bâtiments qui constituent la commanderie, et une de ses caractéristiques de cette commanderie, c'est une des mieux conservées de France, donc on communique effectivement dessus.
Donc la période des Templiers, Ouais. des Hospitaliers, la Révolution, Ah, les agriculteurs qui ont acheté effectivement, il y avait 4 fermes à l'époque à l'intérieur de la commanderie. d'accord. Et puis à partir de 83, la collectivité qui commence à racheter petit à petit, L'ensemble des... voilà, des sous locaux. l'impulsion de Pierre Fauchon, qui était effectivement à l'époque élu local, hein, et qui effectivement a œuvré pour acquérir, que les collectivités acquièrent l'ensemble de la commanderie, ce qui a été quand même un très gros travail. D'accord. Oui, j'imagine. Oui. De sa part. Ça n'a pas toujours été très simple. Hein. Et puis réunir aussi les fonds nécessaires, hein, pour pouvoir mener à terme ce projet. Et surtout, en 2000, la collectivité là, décide de créer un centre d'interprétation de l'histoire qui a donné une autre dimension effectivement à cette commanderie, puisque à l'époque... Un centre d'interprétation de l'histoire. Oui, c'est une mise en scène de l'histoire, parce que nous n'avons pas d'objet, hein, à présenter dans ce musée. D'accord. Pas. Donc vous allez voir, c'est une mise en scène de l'histoire, avec de la lumière, des sons, donc quelque chose de vivant, voilà, et qui effectivement ne nécessite pas obligatoirement la présence d'un guide, puisque tout est fait effectivement avec les moyens modernes, Oui, ça j'ai vu ça. Oui. d'aujourd'hui. D'accord. Comment est ressenti dans le milieu du village cette commanderie? Est-ce qu'elle est bien accueillie ou... Cette commanderie, le village est tout petit, et la commanderie est un peu à l'extérieur du village. Donc le fait d'avoir quand même importante activité ne perturbe pas la vie locale. D'accord. Ok, on va faire une petite balade. Oui. Alors, on va visiter une chambre. Donc chaque chambre a sa salle d'eau, et là c'est une configuration à 3 lits. D'accord. Donc il y a 2 lits superposés et un lit... Voilà. D'accord. Avec des toilettes au fond. Là vous pouvez aller, oui, jusqu'à la salle d'eau. Ouais, ok. Donc ça, c'est une configuration standard. Ça c'est une configuration standard. Nous avons d'autres chambres. On peut les voir dans l'autre partie. Une chambre avec 6 lits par exemple. Nous avons quelques chambres avec 6 lits pour une famille. Donc là, vous avez le type de cuisine. Donc on en a une ici et une en face. Voilà. Et avec une petite salle de restauration ici. D'accord. Vous pouvez rentrer. Ouais, non, mais là, j'ai un meilleur champ là, de plus loin. D'accord. Ok. Et là, la salle de... petite salle, et puis on a des grandes salles de restauration plus loin. Voilà. Ah ouais. Ah ouais, super vue. Donc voilà, nous avons essayé d'optimiser au maximum les espaces, avec salle d'eau et toilettes séparées, et puis là un petit dortoir. D'accord.
Donc là, c'est 6 personnes. 6 personnes, voilà. D'accord. Et on peut louer 4. Oui, bien sûr. Bien, ben on a fait une belle petite visite. Alors, ce centre d'hébergement, est-ce qu'il est terminé ou est-ce qu'il est encore appelé à évoluer? Nous avons d'autres projets d'extension, mais bon, ce qu'on est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on ne se pose plus de questions sur comment on va remplir ce centre d'hébergement, puisqu'on refuse du monde. D'accord. Tout est dit alors. Ok mes amis, comme vous avez pu le voir depuis le début de la vidéo, il y a l'adresse du site en dessous. Donc si vous voulez contacter la commanderie d'Ardeville, il suffit de vous connecter sur le site. Je suppose qu'il y a une fiche contact dedans. Tout à fait. Et puis donc, sinon le numéro de téléphone. Donc pour tout ce qui est réservation de groupe, donc le 02 54 80 75 41. Parfait. Eh bien, mes amis, l'aventure se termine. Chers amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, dans l'émission Le Chaudron du Druide. Et nous étions donc aujourd'hui à la commanderie d'Ardeville. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, de pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.